Bonjour, merci de nous rejoindre pour Demain à la Une. L'actualité de la semaine à venir nous emmènera au Brésil, au Moyen-Orient, à la fête de l'Europe et au Festival de Cannes. Des décisions très attendues au Brésil, en effet, où la commission en charge de la procédure de destitution de Dilma Rousseff a jusqu'au 10 mai pour remettre son avis aux sénateurs. Des sénateurs qui devraient voter dans la foulée. Le Brésil va-t-il perdre sa tête et au profit de qui? On en saura plus bientôt. C'est le centenaire des accords Sykes-Picot en 1916. Lors de la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne s'entendirent secrètement pour se partager les provinces arabes de l'Empire ottoman. Mais depuis, l'État islamique tente de les redessiner tout à fait autrement. Et puis le 9 mai, comme tous les ans, on célèbre l'Europe à travers le vieux continent. Mais cette fête est contrariée cette année par de multiples défis que rencontrent les 28. Enfin, des paillettes dans cette émission. Le 11 mai s'ouvre la 69e édition du Festival de Cannes et nous vous donnerons rendez-vous au Palais des Festivals pour suivre sur les 24 marches et sur le tapis rouge les stars du monde entier. Voilà pour le programme. Direction maintenant Rio de Janeiro. Alors le Brésil, on le disait, connaîtra une nouvelle étape dans la procédure de destitution de sa présidente Dilma Rousseff. Mardi 10 mai, c'est la date limite arrêtée pour que la commission en charge de la procédure de destitution remette son avis aux sénateurs et puis ceux-ci devraient alors passer au vote, peut-être à partir du 11 mai. Nous sommes en direct et en duplex avec Nicolas Rançon de Rio de Janeiro, notre correspondant de France 24. Bonjour Nicolas. Alors bonjour à tous, bonjour Caroline. Vous suivez évidemment ces opérations depuis le début. Comment se préparent les Brésiliens à une éventualité de destitution de leur exécutif ? Eh bien, écoutez, on peut dire que c'est d'une certaine façon une page qui se tourne dans l'histoire récente du pays. En effet, cela fait maintenant 13 ans que le Parti des travailleurs, le PT, est au pouvoir, d'abord avec Lula, puis avec Dilma. Alors, le pays est véritablement divisé, comme il l'avait été d'ailleurs après le résultat de l'élection présidentielle de 2014, le Nord-Nord-Est où le PT possède un solide électorat, le Sud-Sud-Est et la population où la population est majoritairement pour le changement. Pour une grande partie des Brésiliens, la chute de la présidente est donc une source d'espoir. C'est la première étape pour en finir avec la corruption qui ronge le pays, mais aussi de l'espoir pour sortir d'une crise économique foudroyante et dévastatrice. Vous savez, ici, un peu plus d'un quart de la population est endettée et les années prospères de l'ère Lula sont à présent bien loin derrière. Mais pour les partisans du Parti des travailleurs, bien évidemment, c'est le dépit et la crainte face à un processus qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel. Alors, nous sommes aussi en compagnie sur ce plateau de Maria Emilia Alencar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la rédaction brésilienne de RFI, Radio France Internationale. Les sénateurs doivent voter pour dire si Dilma Rousseff doit être jugée pour les affaires qui la poursuivent et si elle doit être écartée donc, pendant la durée des procès. Mais alors, de quoi est-elle accusée exactement ? Bon, Dilma Rousseff, elle est accusée de maquillage des comptes publics. Ça veut dire qu'elle est accusée d'avoir dissimulé d'une certaine façon l'ampleur de cette crise économique. Et ça, c'est très controversé. Une grande partie des juristes et des observateurs ne considèrent pas ça un crime de responsabilité. Donc, Dilma est sujette en ces moments à une procédure politique, juridico-politique. Donc, les sénateurs doivent, mercredi prochain, décider sur la poursuite ou pas de cette procédure. Probablement, tout le monde pense qu'ils vont voter pour la continuation de cette procédure. Et à ce moment-là, comme vous avez dit, elle est éloignée 180 jours. Et à la fin, il y aura un jugement final. La question revient au Sénat. Donc, alors, c'est vrai, Nicolas, qu'en fait, si elle est écartée, Dilma, elle sera remplacée par Michel Temer, qui, lui, échappe aux foudres judiciaires, alors que pourtant, il a été bénéficiaire de pots de vin dans le scandale, le fameux scandale Petrobras. Alors, est-ce que c'est l'homme de la situation pour faire face à ces problèmes économiques que vous mentionniez ? Effectivement, Caroline, et c'est à cause de cela que beaucoup de Brésiliens restent d'ailleurs sceptiques quant à la légitimité de la procédure. D'ailleurs, à Brasilia, sur la scène politique, Eduardo Cunha, président
du Congrès et instigateur de la procédure de destitution, a été lui-même démis de ses fonctions de député fédéral et donc de président de l'Assemblée nationale après une décision de la Cour suprême. Eduardo Cunha, qui est un proche d'ailleurs de Michel Temer, est poursuivi pour de multiples affaires de corruption et de détournement de fonds. La mise à l'écart de Eduardo Cunha porte également tort, d'une certaine façon, est un problème pour Michel Temer qui, lui, en ce moment, est en train de construire son gouvernement, de sonder les personnes qui sont susceptibles de rentrer dans son futur gouvernement qui, normalement, serait annoncé jeudi prochain. Alors justement, Maria Emilia, il y a un autre homme dont on se demande ce qu'il devient, parce que c'est quand même la star brésilienne, hein, c'est le prédécesseur et mentor de Dilma Rousseff, l'ancien président Lula. Lula, oui, il est très important dans tous ces contextes, dans ces feuilletons brésiliens. Il est un peu silencieux ces derniers jours, ces dernières semaines. D'ailleurs, le 1er mai, on attendait Lula flamboyant dans les manifestations contre la destitution de Dilma. Et il n'a pas apparu, il a dit qu'il avait un problème de santé. En fait, certains observateurs disent que Lula pourrait œuvrer pour essayer d'avoir des élections anticipées. En fait, au mois d'octobre, il y aura les élections municipales. Il y a toute une partie de secteur politique de la gauche qui pourrait œuvrer pour ça, ce qui est très difficile, parce que pour ça, il faut un amendement de la Constitution. D'autre part, donc, Lula, il est évidemment dans les collimateurs de la justice. Le procureur général, le 3 mai récemment, a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une investigation pour soupçon de corruption de Lula dans toute cette affaire Petrobras. Voilà. Mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais ce qui est très, très clair, c'est que la justice, les secteurs politiques, ils veulent absolument éloigner Lula d'une possible course au présidentiel de 2018. Alors, en un mot, hein, Nicolas, parce qu'il faut conclure ce chapitre rapidement. En effet, qui reste-t-il en course? On peut se demander. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que tous sont plus ou moins impliqués dans des scandales. On arrive pour Dilma en fin de procédure. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Eh bien, écoutez, donc si Dilma est écartée, Michel Temer assurerait la fonction présidentielle jusqu'aux prochaines élections prévues normalement en 2018, sauf si Dilma Rousseff est blanchie. Il est extrêmement, on le voit, difficile de se projeter tant les coups de théâtre sont fréquents en ce moment. C'est assez incroyable, mais la possibilité aussi d'une nouvelle procédure de destitution, cette fois à l'encontre de Michel Temer, elle existe, elle n'est pas écartée, d'autant plus que son allié, comme on l'a dit, Eduardo Cunha, a été mis au banc de la vie politique. Vous l'avez compris, la situation est très, très instable ici. De nouvelles élections présidentielles pourraient être convoquées au dernier moment par Dilma, mais c'est un scénario très peu probable, mais qui reste possible. Le cas échéant, vous en parliez, Lula est donné vainqueur. Merci à vous. On tourne cette page brésilienne. On se tourne maintenant vers le Moyen-Orient. En 1916, lors de la Première Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne s'entendirent secrètement pour se partager les provinces arabes de l'Empire ottoman, promis à un ultime démembrement. Ce sont les accords Sykes-Picot, nom donné à cette entente, qui stipulait que la France et la Grande-Bretagne seraient disposées à reconnaître et soutenir des États arabes indépendants dans deux zones, un partage donc. Adèle Gastel, grand reporter à France 24, qui sont Sykes et Picot? Ce sont deux diplomates, François-Georges Picot, le français, et Mark Sykes, étaient britanniques. Et donc c'est à eux, à ces deux diplomates, qu'on a confié le soin de préparer cet accord sur l'héritage territorial de l'homme malade de l'époque qui était l'Empire ottoman. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'ils négociaient secrètement, les Britanniques avaient une petite longueur d'avance, si je puis dire, sur les Français, à savoir qu'ils négociaient aussi avec, notamment avec le gardien des lieux saints de l'islam, le shérif Hussein. Ils négociaient avec lui une promesse. On vous donne un royaume arabe qui s'étend d'Alep, de l'actuelle Syrie, jusqu'au Yémen. Vous nous aidez à combattre les Turcs. Et il joue sur la fibre arabe. Et ça marche relativement, puisque le shérif Hussein y croit.
jusqu'en 2017 où donc, les bolcheviks rendent public cet accord. Oui, parce qu'on célèbre le centenaire, ça veut dire quand même que ça a duré 100 ans, ce partage un petit peu au crayon de la carte. Dans quelle mesure l'arrivée de l'État islamique dans le paysage géopolitique régional est en train de bousculer la donne? Alors, l'organisation de l'État islamique part du principe suivant, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays séparé, il y a le retour au califat. Donc, sa stratégie d'expansion est partie d'une idée simple, c'est d'être à cheval entre l'actuel Irak et l'actuelle Syrie, d'où le nom, l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant, le Levant étant l'ancien nom de la Syrie. Donc aujourd'hui, cette créature étrange apparaît comme ça dans le décor géopolitique. On pourrait aussi dire qu'aujourd'hui, au duo franco-britannique de l'époque, on pourrait opposer le duo russo-américain, et avec quand même une nouvelle donnée qui n'existait pas à l'époque, qui est la question nucléaire, et notamment par conséquent, la question iranienne. Merci à vous de cet éclairage. Alors, une carte que vous voyez redessinée à l'avenir, c'est pas reparti pour 100 ans, là, hein, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. En tout cas, déjà, George Bush parlait d'un grand Moyen-Orient. Il a eu la délicatesse d'en parler publiquement. Merci à vous. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour la seconde partie, une seconde partie très festive, puisque nous allons parler à la fois de la fête de l'Europe et puis d'une autre célébration tout aussi célébrissime, puisqu'il s'agit du Festival de Cannes. À tout de suite, juste après la pause.